Mon histoire commence probablement dans mes plus tendres souvenirs d'enfance. J'avais environ 5 ou 6 ans lorsque mes parents ont décidé d'acheter une caravane pour les vacances le long de la côte sud, près de Weymouth. À partir de ce jour, chaque vacances scolaire est devenue une habitude. Faire nos bagages et partir pour les vacances. Mon père ayant des obligations professionnelles, il ne pouvait pas toujours nous accompagner. Du coup, la majeure partie de l'année, nous étions seuls ma mère, mes 2 sœurs et moi dans la caravane. Après quelques années, mon père a opté pour une plus grande, et nous avons rapidement commencé à inviter des amis et des proches à s'évader un moment de la ville. Le parc à caravane accueillait de nombreuses familles venues de tout le pays. Et lorsque ma mère nous y emmenait sans mon père, nous devions nous divertir dans le parc et aux alentours. Avoir une voiture familiale dans les années 50 était un luxe. Peu de gens en avaient une à l'époque. Malheureusement, ma mère n'a jamais su conduire. Elle a tenté sa chance, mais a réussi à terrifier quelques moniteurs d'auto-école avant de finalement abandonner. Il n'y avait jamais de pénurie d'enfants sur le terrain, même si mes sœurs se comportaient toujours comme si elles étaient trop matures pour jouer avec des petits garçons. La personne avec qui j'ai le plus sympathisé était Harry. Harry avait 1 an de plus que moi, et dès notre première rencontre, le courant est passé. Elle avait une grande arche de naissance rouge sur le côté gauche du visage, ce qui, pour une raison inconnue, incitait les autres enfants à l'éviter. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ça ne me dérangeait pas. Et comme c'était un vrai garçon manqué, elle était une excellente compagne. Honnêtement, si la famille d'Harry n'était pas au camping pendant les vacances scolaires, je trouvais l'endroit assez ennuyeux. Elle était fille unique, et notre amitié ressemblait plus à une relation fraternelle qu'à une simple sortie entre 2 enfants. Mes sœurs aînées, en revanche, étaient d'un snobisme insupportable à l'époque. Avec le temps, escalader des falaises et jeter des pierres dans l'océan perdait de son attrait. À ce moment-là, Harry et moi avions exploré chaque recoin sur des kilomètres. Nous avions même découvert des endroits où nous pouvions espionner les jeunes couples qui s'enfuyaient ensemble. À 10 ans, nous étions curieux, essayant de comprendre ce qu'ils faisaient. Mais en grandissant et en comprenant mieux le monde, ces petites aventures d'espionnage ont commencé à nous mettre mal à l'aise. Nous n'en parlions jamais, mais nous étions si proches que nous savions instinctivement quand l'autre se sentait mal à l'aise. À ce moment-là, nous avons pu prendre le bus pour Weymouth seuls, où nous avons flâné en ville et exploré le port. Parfois, des ignorants faisaient des remarques cruelles sur la tâche de naissance d'Harry. Plus d'une fois, je me suis disputé à ce sujet. Je voyais bien que ces commentaires la blessaient, même si elle la montrait rarement. Vers 12 ans, Harry a commencé à se maquiller pour cacher la tache. Honnêtement, je pensais que ça empirait les choses, mais je ne le lui ai jamais dit. À cette époque, nous avions commencé à aller au bal du club du camping. Nous y allions depuis des années. Les enfants avaient des activités le matin, les plus jeunes dansaient l'après-midi, et les plus grands prenaient le relais en début de soirée avant que les adultes ne viennent. Mais maintenant, Harry et moi faisions partie du groupe des plus âgés. Les videurs du club nous connaissaient bien, et si quelqu'un osait dire quelque chose de cruel à propos du visage d'Harry, ils intervenaient généralement avant même que j'aie le temps de réagir. Ils savaient que je ne laisserais personne la contrarier. Puis, pendant les vacances de Pâques, alors que j'avais 15 ans, Harry a disparu. Ma famille est arrivée au camping la veille du Vendredi Saint, et la première chose que j'ai faite a été de me précipiter vers la caravane d'Harry, pour la trouver fermée à clé et abandonnée. Une visite au bureau du chantier a révélé que sa famille l'avait vendue. Ces vacances ont été les pires que j'ai jamais vécues. Mes parents ont essayé de m'occuper, et mon père a même tenté de retrouver la famille d'Harry. Ce n'est que des années plus tard qu'il m'a raconté ce qui s'était passé. Le père d'Harry était décédé de la grippe pendant l'hiver et sa mère n'avait plus les moyens de garder la caravane. Elle a dû la vendre. Mon père espérait trouver leur nouvelle adresse pour que je puisse au moins lui écrire, mais il n'a pas eu de chance. Étrangement, même si nous étions inséparables à Weymouth, il ne nous était jamais venu à l'esprit d'échanger nos adresses. Tout ce que je savais, c'est qu'elle habitait près de Bath. Sans Harry, nous avions perdu tout son charme. Cet été-là, quand ma mère et mes sœurs sont retournées à la caravane, je suis resté à la maison avec mon père. Nous n'y allions que pour ses vacances. Mais le reste de l'été, je passais simplement du temps avec mes camarades de classe. L'année suivante, ma mère a décidé qu'il était temps pour nous de nous joindre à la tendance croissante des voyages à l'étranger. Mes sœurs, qui avaient alors des petits amis, l'avaient probablement poussé à le faire, détestant être séparées de leur amoureux aussi longtemps. Une fois la caravane vendue, la famille s'est mise à prendre des vacances au soleil, mais sans avion. Les trajets en train duraient 24 heures. Je les ai accompagnés lors de leur premier voyage à Romani, en Italie. Mais à 18 ans, j'étais plus intéressé par les voyages avec mes amis, alors j'ai arrêté de les accompagner. À cette époque, les festivals de musique explosaient en popularité, et c'est précisément là que mes amis et moi passions chaque occasion. Les années 60 battaient leur plein,
et nous en profitions au maximum. Après mes études, j'ai alterné entre différents emplois, sans parvenir à m'y installer durablement. À cette époque, j'avais ma propre voiture, une Hillman Minx de 1959, que je considérais comme mon véhicule de fuite. Un jour, après une dispute avec mon patron à propos d'un sujet dont je ne me souviens même plus, j'ai démissionné sur le champ, lui expliquant précisément ce qu'il pouvait faire de ce travail que je détestais déjà. Peu de temps après, alors que j'attendais à un feu rouge, j'ai été percuté par l'arrière par un camion. Le chauffeur s'est excusé, et j'ai fini par le suivre jusqu'à la cour de son entreprise, où son patron a promis de remplacer mon pare-chocs endommagé. Le lendemain, je suis retourné le faire réparer et j'ai attendu à la réception. La suite des événements était totalement inattendue. Un homme est apparu à la porte, m'a demandé de le suivre, et sans même poser de questions, je l'ai suivi. En un clin d'œil, j'étais assis au volant d'un camion, et on me montrait rapidement les commands. Lorsqu'il m'a dit de démarrer et de prendre la route, j'ai simplement obéi. Après une trentaine de minutes de route, je me suis garé dans la cour. L'homme a fait remarquer avec désinvolture que j'étais doué avant de partir. En entrant dans le bureau, son patron, celui-là même que j'avais rencontré la veille, était en pleine conversation. Il avait apparemment demandé à cet homme, Mitch, de tester quelqu'un d'autre pour un poste de conducteur, sauf que c'était moi qui avais passé le test sans le savoir. Comme j'étais au chômage et que le poste était soudainement disponible, je l'ai accepté. Le lundi suivant, j'étais officiellement chauffeur routier. Les premiers mois ont été chaotiques. Je savais à peine ce que je faisais, mais j'avais un excellent sens de l'orientation, ce qui m'a aidé. À l'époque, les camionneurs se soutenaient mutuellement, et de nombreux chauffeurs expérimentés prenaient le temps de m'apprendre les ficelles du métier, comment charger correctement un camion, arrimer le chargement et maîtriser la route. Étonnamment, j'ai adoré ce travail. C'était la première fois que je me sentais à ma place. Les clients ont commencé à me solliciter spécifiquement, et mon patron appréciait visiblement d'avoir quelqu'un de fiable dans son équipe. L'une des entreprises pour lesquelles je livrais fréquemment était Marshall, une entreprise qui fonctionnait comme une communauté soudée. Le personnel était accueillant et les chauffeurs avaient pleinement accès à la cantine en attendant leur chargement. Le propriétaire, le vieux Marshall, mettait un point d'honneur à connaître les plus de 200 employés par leur nom, y compris les chauffeurs d'entreprises extérieures. Au bureau de répartition de Marshall travaillait Thelma, une femme qui savait exactement comment attirer l'attention. Tout en elle, chemisier moulant, jupe courte et talons hauts, était fait pour faire tourner les têtes, et elle en savourait chaque instant. Les autres se bousculaient presque pour l'impressionner. Je n'étais pas de ceux-là. Pendant que les autres la poursuivaient, je restais strictement professionnel, sachant pertinemment qu'elle aimait être le centre de l'attention. Mais avec le temps, je me suis retrouvé à aller chez Marshall plus souvent, jusqu'à travailler presque exclusivement pour eux. Début décembre, les choses ont pris une tournure inattendue. Un vendredi soir, après m'être arrêté au chantier pour faire le plein et toucher mon salaire, mon patron m'a convoqué au bureau. Il m'a demandé si j'avais des projets pour le lendemain, ce qui signifiait généralement qu'il avait besoin de moi pour un travail le samedi. Au lieu de cela, il avait autre chose en tête, la fête de Noël annuelle de Marshall. L'entreprise envoyait des invitations chaque année, et selon mon patron, être présent était une exigence non négociable. Il m'a demandé si je possédais un costume convenable, et comme c'était le cas, j'ai accepté. Nous avons convenu de nous retrouver au chantier à 18h30 ce soir-là. Mon patron conduirait avec sa femme, et je devais les accompagner. Étrangement, deux de mes collègues, Georges et Jacques, prenaient une voiture séparée, alors que la Jaguar du patron offrait largement de la place pour nous tous. J'ai trouvé cela étrange, mais je n'y ai pas prêté attention sur le moment. L'après-midi suivant, je me sentais mal à l'aise, trop habillé. Après avoir passé autant de temps sur la route, porter à nouveau un costume me semblait contre nature. Je suis monté dans la voiture de mon patron pour me rendre à l'usine Marshall, où se déroulait la fête annuelle de l'entreprise dans son immense cafétéria. Ce soir-là, mon patron a insisté pour que je l'appelle par son prénom, Bill, même si je savais que lundi, je retournerais voir le patron comme d'habitude. Sa femme a été présentée avec une chaleur qui m'a fait me demander comment il avait pu épouser quelqu'un d'aussi remarquable. J'ai supposé que l'argent y était pour quelque chose, mais peu importe. À notre arrivée, j'ai remarqué que Georges et Jacques avaient amené leurs épouses, ce qui expliquait pourquoi ils n'avaient pas voyagé avec nous. J'ai trouvé étrange que personne n'ait mentionné d'invités. Je n'avais pas prévu d'amener qui que ce soit, mais si des conjoints étaient invités, des petites amies pouvaient certainement l'être aussi. Cela semblait être un oubli. À l'intérieur, Bill et sa femme étaient assis à la table d'honneur aux côtés de Marshall, de sa femme et de divers cadres de l'entreprise. Pendant ce temps, nous autres errions entre les tables, à la recherche de nos places. Il ne me fallut pas longtemps pour trouver des places réservées à Georges, Jacques et leurs épouses, mais mon nom n'était pas là. Au bout d'un moment,
Je me demandais si on ne m'avait pas oublié. S'il n'y avait pas de place pour moi, j'envisageais déjà de m'éclipser en attendant la fin du dîner. Juste au moment où j'allais m'éloigner, Thelma apparut, me tapota l'épaule et me conduisit à une chaise à côté de la sienne. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ce qui se passait. La place de Thelma était visiblement réservée au cavalier qu'elle n'avait pas amené, et la mienne était placée là où aurait dû être son accompagnateur. C'était trop pratique, cela indiquait clairement que quelqu'un avait organisé cette disposition. Avant le début du repas, Marshall fit lui-même le tour de la salle, s'arrêtant pour remercier personnellement les employés pour leur travail. Arrivé à ma hauteur, il me remercia pour mes efforts, puis me fit remarquer avec désinvolture que Thelma n'avait pas de cavalier ce soir-là. Il espérait donc que je ne verrais pas d'inconvénient à lui tenir compagnie. Je l'ai rassuré en lui disant que cela ne posait aucun problème, même si je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi Thelma, entre toutes, n'avait pas réussi à trouver quelqu'un à amener. Le dîner était organisé par un traiteur, ce qui a permis au personnel de la cafétéria de profiter de l'événement avec tout le monde. Certains étaient assis à notre table, et c'était amusant de les regarder examiner attentivement chaque plat, critiquant silencieusement le travail du traiteur. Rares étaient les repas qui avaient été examinés avec autant d'attention. Une fois le dîner terminé, les discours ont commencé, s'éternisant pendant ce qui m'a semblé une éternité. Finalement, les tables ont été débarrassées et un orchestre s'est mis à jouer, une sélection sûre et modérée, conçue pour plaire à la large tranche d'âge présente. Thelma et moi avons dansé ensemble, même si d'autres gars nous ont parfois interrompus pour réclamer leur tour. Vers 22h30, j'avais un peu trop bu d'alcool gratuit. Au cours d'un slow avec Thelma tout près, j'ai fini par lui demander ce qui m'avait préoccupé toute la soirée. Pourquoi n'avait-elle pas amené quelqu'un avec elle? Sa réponse fut inattendue. Elle rit, visiblement pompait elle-même, et admit qu'elle avait plein d'options, mais qu'elle avait choisi de passer la soirée avec moi. Elle me trouvait intéressant. Contrairement aux autres garçons, je ne lui courais pas après. Cela semblait l'intriguer plus que tout. Comme je ne répondais pas comme elle l'attendait, elle insista davantage, me demandant si je la trouvais attirante ou si les femmes ne me plaisaient tout simplement pas. Je lui ai clairement fait comprendre que non. Elle était indéniablement belle. Mais lorsqu'elle a supposé que j'avais déjà une petite amie, je l'ai corrigée. Ce n'était pas le cas. Cela ne faisait que la perturber davantage. Si je la trouvais attirante et que je n'étais pas pris, alors pourquoi ne l'avais-je jamais invitée à sortir? La réponse était simple. Elle avait 19 ans et moi 24 ans, et je passais la majeure partie de ma semaine en déplacement. Je ne cherchais pas quelqu'un qui aimait attirer l'attention de tous les garçons. Je voulais une relation stable avec quelqu'un qui se contentait de soirées tranquilles au pub plutôt que d'être entouré d'admirateurs. Thelma parut un instant déçue, mais accepta mon raisonnement. Elle prit cependant soin de me tirer sous le gui plus de fois que je ne pouvais le compter. Chaque danse semblait se terminer sous cette maudite décoration. Vers 1h du matin, la fête se termina, lorsque George me fit savoir que Bill était prêt à partir. J'accompagnai Thelma jusqu'à la sortie, l'embrassai pour lui souhaiter bonne nuit, et tandis que nous partions, je jetai un coup d'œil en arrière et vis un autre homme qui la prenait déjà dans ses bras. La semaine suivante, on me confia un autre contrat et je ne retournai pas chez Marshall. La semaine suivante, l'entreprise ferma pour les fêtes. Juste après Noël, mon patron me trouva un boulot de dernière minute qui m'envoya jusqu'à Aberdeen pour le Nouvel An. À l'époque, l'exploration pétrolière en mer du Nord commençait tout juste, et j'avais été chargé de livrer du matériel de recherche urgent. La météo était épouvantable, et ce qui aurait dû être un voyage rapide se transforma en près de 2 semaines d'attente au port à cause d'un bateau retardé. Au moins, les pubs du coin compensèrent ces conditions exécrables. Il n'y avait pas de meilleur endroit pour passer le réveillon du Nouvel An que l'Écosse, même en pleine tempête. La pluie, le vent glacial et les rafales de vent implacables ne pouvaient gâcher les festivités. Mais à mesure que les jours passaient, la nouveauté de l'attente s'estompait. Lorsque le navire est enfin arrivé, j'ai appris qu'il était resté amarré dans un autre port depuis le début, à l'abri de la tempête. Personne n'avait pris la peine de me prévenir. En tant que chauffeur routier, j'étais la dernière personne sur la liste des priorités. À mon retour d'Aberdeen, j'ai pris quelques jours de congé pour compenser mon absence du Nouvel An. Mon patron n'était pas ravi, mais il savait qu'il valait mieux ne pas me forcer. J'avais la réputation de quitter mon travail quand on me poussait trop loin, et à l'époque, les bons chauffeurs routiers n'avaient aucun mal à trouver du travail ailleurs. Mercredi matin, j'étais de retour sur la route, arrivant au quai de chargement de Marshall dès le matin. En entrant dans le bureau des expéditions, j'ai à peine reconnu la femme assise au bureau de Thelma. Fini les tenues tapax en graveleuil et les cheveux coiffés. Au lieu de cela, elle portait un pull ample, un pantalon et ses cheveux attachés en queue de cheval. Dès qu'elle m'a vu, elle a bondi, a couru vers moi et m'a jeté les bras autour du cou avant que je puisse dire un mot. Ce à quoi je m'attendais, ce n'était pas ça.
Avant même de m'en rendre compte, elle m'embrassait comme si nous étions séparés depuis des années. Lorsqu'elle s'est finalement éloignée, elle souriait. Je n'ai pas mis longtemps à comprendre ce qu'elle faisait. Elle voulait prouver qu'elle n'était pas la fille que je croyais. Avec une assurance taquine, elle m'a tendu mes bons de livraison de la semaine et m'a dit nonchalamment qu'elle avait arrangé mon emploi du temps pour que je puisse finir tôt vendredi. Elle m'a clairement fait comprendre qu'elle comptait que je vienne la chercher ce soir-là. Je ne savais pas comment réagir sans la contrarier, alors j'ai accepté. Après un baiser d'adieu, je suis retourné charger mon camion. Ce vendredi-là, je suis arrivé chez elle vers 19 heures. À ma grande surprise, elle est sortie avec un sac de voyage. Comme j'hésitais, elle m'expliqua que mon pub du coin était à plus de 30 mètres et qu'il était plus logique qu'elle reste dormir plutôt que de me faire des allers-retours tout le week-end. Thelma passa donc le week-end chez mes parents, non pas dans ma chambre, mais dans l'ancienne chambre de ma sœur. Tous deux s'étaient mariés et avaient déménagé. Le week-end suivant, je restai chez ses parents et nous explorâmes les bars du quartier. Son père et son jeune frère m'accueillirent immédiatement, mais sa mère parut un peu méfiante au début. Avec le temps, cependant, elle s'attacha à moi. Il ne fallut pas longtemps à Thelma pour me prendre par la main. À partir de ce week-end, elle ne porta plus rien de provoquant, ni au travail ni dans la vie quotidienne, sauf en ma compagnie. Dans ces occasions, elle s'habillait pour impressionner, toujours aussi resplendissante. J'appris très tôt qu'elle n'était pas une jeune fille. Non pas que je m'y attendais, mais elle ne pouvait pas prendre de contraceptif à cause de mauvaises réactions. Cela signifiait que nous étions prudents, et l'intimité n'était pas aussi fréquente qu'elle aurait pu l'être autrement. 3 mois plus tard, nous étions fiancés. Avant même de m'en rendre compte, nous avions versé un acompte pour une maison délabrée, presque parfaitement située entre les maisons de nos parents. L'année suivante fut consacrée à la reconstruire, à tout moderniser et à la rendre habitable. Une fois la maison terminée, l'étape suivante était évidente. Nous nous sommes mariés. La réception s'est naturellement tenue à la cantine de Marshall, le personnel s'occupant du traiteur. Le vieux Marshall était présent, nous félicitant d'un sourire entendu. À ce jour, je ne sais pas dans quelle mesure il était impliqué dans le plan de Thelma pour me séduire. Mais une chose était claire, elle avait usé de son charme pour obtenir ce qu'elle voulait, comme elle l'avait fait avec beaucoup d'autres. Les années suivantes, la vie était belle. Thelma est tombée enceinte peu après le mariage. Nous étions prudents la plupart du temps, mais les jeunes mariés se laissaient parfois emporter par le moment. Notre première fille, Tracy, est née et nous avons rapidement décidé d'avoir un deuxième enfant, Hélène, peu après. 2 enfants nous suffisaient, et après quelques complications lors de sa deuxième grossesse, Thelma a pris des dispositions pour une contraception permanente. Les médecins s'inquiétaient et la surveillaient de près, ce qui semblait être la meilleure décision. Alors que Thelma était enceinte de Tracy, j'ai reçu un appel inattendu du vieux Marshall. Son responsable des transports partait à la retraite et, comme Thelma était en congé maternité, il avait du mal à assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Il avait déjà parlé à mon patron et voulait savoir si je pouvais le remplacer temporairement. Le timing était idéal. Je serais plus près de chez moi lorsque Thelma accoucherait au lieu de parcourir tout le pays en voiture. J'ai donc accepté, un peu à contre-cœur. Mais lorsque nous avons décidé d'avoir un deuxième enfant, ce poste temporaire est devenu permanent. Le travail n'était pas difficile. Il exigeait des connaissances en camion, en logistique et en planification d'itinéraire. Au début, la liberté de la route me manquait, mais le salaire était meilleur et il n'y avait pas d'heures supplémentaires exténuantes. Passer du temps avec mes filles en valait la peine. Je n'avais aucun doute qu'ils deviendraient aussi charmants que leur mère, ce qui me laissait quelques inquiétudes pour l'avenir. Mais je me suis dit que je m'en occuperais le moment venu. La vie suivait son cours, comme la plupart des familles avec de jeunes enfants. J'avais un emploi stable, une maison, une femme aimante et 2 magnifiques filles. J'avais l'impression d'avoir tout ce que j'avais toujours voulu. Mais la vie a toujours ses petits coups de théâtre. Avec le recul, le premier signe que quelque chose clochait est apparu lorsque Tracy venait d'avoir 6 ans. Un matin, en me rendant au travail, j'ai remarqué une voiture derrière moi. Ce n'était pas inhabituel en soi. Après tout, la route est publique. Mais cette voiture avait quelque chose de différent, et j'avais le pressentiment que ce n'était pas une simple imagination. Des années de conduite de camion avaient aiguisé mon instinct. Un bon conducteur reste toujours attentif à ce qui se passe sur la route, non seulement devant, mais aussi derrière. Qu'il s'agisse d'une bande de voleurs à l'affût d'une précieuse cargaison ou d'une voiture de police banalisée prête à attraper des chauffards, savoir qui vous suit fait partie du métier. Un matin, j'ai remarqué une voiture qui collait trop près. À chaque intersection, si elle restait coincée, elle se faufilait dans la circulation pour me rattraper. Il était évident que j'étais suivi. Ce soir-là, en quittant le travail, une autre voiture, une femme au volant, m'a suivi et m'a filé jusqu'à la maison.
Le lendemain matin, la première voiture était de retour. Et ce soir-là, la femme m'a suivi jusqu'au pub. Le jeudi soir, c'était ma routine habituelle. Un verre, un seul puisque je conduisais, et une partie de billard avec mon équipe. La femme de la voiture est apparue au bar peu après mon arrivée, suivie de l'homme. Ils se sont assis séparément, faisant semblant de ne pas se connaître. C'est devenu ridicule à une vitesse fulgurante. Pendant que je jouais, elle était assise bien en vue, se pavanant et me fixant si intensément que je sentais ses yeux me brûler le dos. Elle tenait à attirer mon regard, affichant un sourire à chaque fois que nos regards se croisaient. Il était évident que quelqu'un me piégeait. Mais pourquoi faire? J'avais une théorie. Marshall, le propriétaire de l'entreprise, traitait son entreprise comme une grande famille. Il valorisait la loyauté, et moi, une étrangère, j'avais été accueilli après avoir épousé l'une de ses employées préférées. Au fil du temps, j'étais devenu une figure de confiance, certains me disant qu'on me préparait à de plus grandes choses. Ce genre d'attention pouvait facilement susciter la jalousie. Je soupçonnais que quelqu'un me voyait comme une menace et voulait ruiner ma réputation, ou pire, saboter mon mariage et monter Marshall contre moi. J'ai joué le jeu juste assez pour les laisser deviner. Après avoir fini mon verre, j'en ai commandé un autre pour faire semblant de m'installer. Puis, après une rapide gorgée, je me suis excusé pour aller aux toilettes. Je me suis glissé par la porte de derrière et je suis rentré chez moi, les laissant se demander combien de temps je mettrais à revenir. Le lendemain matin, l'homme était de retour, me suivant de nouveau. Cette fois, je l'ai semé sans trop d'efforts. Mais ce soir-là, la femme m'a immédiatement suivi. Au lieu de rentrer chez moi, je l'ai entraînée sur un chemin sinueux à travers une zone industrielle que je connaissais bien. La route se terminait par un parking sans issue où je me suis garé et me suis faufilé entre les bâtiments. Elle ne m'a pas remarqué faire demi-tour avant que je ne sois debout près de sa portière. Dès qu'elle a compris que j'avais renversé la situation, elle a paniqué et a enclenché la marche arrière. Elle a reculé à toute vitesse, puis a exécuté un virage acrobatique si impressionnant qu'il aurait pu sortir tout droit d'une série policière. En quelques secondes, elle avait disparu. Je me suis maudit de l'avoir laissée s'échapper, mais je me suis dit que c'était la fin. Elles avaient été démasquées et allaient probablement se retirer. Pendant 2 semaines, rien ne s'est passé. Puis, un jeudi soir, au pub, une autre femme attendait au bar. Au début, je n'ai pas réussi à la connecter aux autres. Elle a engagé une conversation informelle pendant que je commandais un verre, mais lorsqu'elle m'a suivi jusqu'au jukebox, le déclic s'est produit. Agacé, je l'ai immédiatement fait taire, lui faisant clairement comprendre que je ne tombais pas dans leur piège. J'ai aussi proféré une menace peu subtile concernant ce qui se passerait si je revoyais l'homme me suivre. Elle a semblé complètement prise au dépourvu et est partie presque aussitôt. C'est la dernière fois que je les ai revus. Environ 1 mois plus tard, la vie a pris une autre tournure. Thelma, rechaussée de ses talons au ridicule, a fait une mauvaise chute et s'est fracturé la cheville. J'ai reçu un appel paniqué de sa part à l'hôpital, me demandant de venir chercher les filles. À mon arrivée, le médecin m'a expliqué que la cheville de Thelma, même si elle n'était pas gravement cassée, devait être plâtrée. Le problème, c'était le gonflement. Il fallait qu'il se résorbe avant qu'il puisse continuer, ce qui signifiait qu'elle devrait rester à l'hôpital quelques jours. Avec les enfants en vacances d'été, je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre quelques jours de congé pour m'occuper d'eux. Jouer à la fois le rôle de maman et de papa, pour changer, était une expérience intéressante. Elle s'amusait sans cesse et se moquait de mes talents de cuisinière, à juste titre. Planifier tout pour que tout soit prêt en même temps était un cauchemar. Je n'avais aucune idée de comment on faisait pour préparer tous les plats d'un repas en même temps. Ce soir-là, alors que je me débattais avec le dîner, le téléphone a sonné. J'avais les mains prises, alors j'ai demandé à Tracy de répondre. À 6 ans, elle était assez grande pour répondre à un simple appel et nous lui avions appris quoi dire. De l'autre pièce, j'ai entendu des bribes de sa conversation, quelque chose à propos d'oncle Frank, de maman à l'hôpital et de papa qui s'occupait d'eux. L'appel s'est terminé rapidement et elle est retournée à la cuisine comme si de rien n'était. Curieuse, j'ai demandé qui avait appelé. Elle a répondu nonchalamment que c'était juste oncle Frank. Cette réponse m'a figé. Mais qui était donc oncle Frank? Je n'avais jamais entendu parler de lui auparavant. Au moment où j'allais lui demander des détails, Hélène l'a appelé de l'autre pièce. Tracy s'est enfuie et, pour une raison inconnue, je l'ai suivie, mais je ne suis pas entré dans la salle de jeu. Ce que j'ai entendu m'a fait mal au cœur. Hélène a grondé sa sœur, lui rappelant qu'elle avait promis de ne jamais parler d'oncle Frank à papa. Tracy, avec une logique enfantine typique, s'est défendue, affirmant qu'elle ne m'avait pas vraiment parlé. Un va-et-vient s'est ensuivi. Tu as fait et je n'ai pas suivi. J'ai choisi de me taire. Il savait clairement que je n'étais pas censé entendre parler de cet homme.
Et si je les confrontais maintenant, ils deviendraient encore plus méfiants. Mieux valait attendre de voir ce que je pourrais apprendre d'autres. Pourtant, toute cette histoire me rongeait. Pourquoi Thelma me cacherait-elle quelqu'un? Il n'y avait qu'une seule possibilité, mais je refusais de me laisser aller à cette idée. Le déni est une force. Le lendemain matin, sa cheville semblait encore plus enflée qu'avant. Une infirmière m'a informé qu'il faudrait peut-être une semaine pour que le gonflement diminue suffisamment pour le plâtre. Du coup, j'avais besoin d'aide à la maison avant que ma cuisine catastrophique ne rende les filles malades ou qu'elles ne meurent de faim à force de refuser de manger. Ma sœur Sarah a proposé de rester et d'aider, amenant sa fille de 9 ans, Marcy. Je n'avais jamais particulièrement aimé Marcy. Elle me rappelait trop sa mère, qui, même si elle était ma sœur, n'avait jamais été ma personne préférée en grandissant. Notre relation s'était améliorée avec l'âge, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Pour une raison inconnue, j'ai décidé de confier à Sarah le mystère de l'oncle Frank. Les filles avaient juré le secret, mais peut-être que Thelma ne leur avait pas dit de le cacher aux autres. Sarah est restée un moment pensive après avoir entendu l'histoire. Une question tacite nous trompait. Thelma me trompait-elle? J'ai admis que je ne savais pas quoi penser, mais je n'aimais pas que ma famille me cache des secrets. En grandissant, Sarah et notre autre sœur, Jenny, m'avaient toujours laissé de côté, et je détestais ça. Mais là, c'était différent. Je n'allais pas tolérer les secrets dans mon propre mariage, surtout lorsqu'un autre homme était impliqué. Sarah, toujours aussi directe, a fait remarquer que Thelma était belle et qu'elle n'avait jamais compris comment j'avais réussi à la séduire. Ce n'était pas une surprise pour moi, mais je l'ai corrigé. C'était Thelma qui m'avait courtisé, et non l'inverse. Malgré ses taquineries, Sarah a proposé d'essayer de faire parler les filles. Puisqu'elles avaient promis de ne rien me dire, elles se sentiraient peut-être moins coupables de le lui dire. Ça valait le coup d'essayer. Le lendemain matin, j'ai laissé Sarah avec les enfants et je suis allé travailler quelques heures avant de me rendre à l'hôpital dans l'après-midi. Lors de ma visite, Thelma a mentionné en passant que Sarah était passée avec les filles plus tôt dans la journée. Quelque chose dans sa façon de dire les choses m'a mise mal à l'aise. Presque sans réfléchir, je lui ai demandé si elle avait quelque chose à me dire. Elle avait l'air confuse, ne comprenant visiblement pas ce que je demandais. Au lieu de cela, elle a débité une liste de factures impayées et de choses à régler à la maison. Quoi qu'il se passe, elle n'allait pas me l'avouer. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, Sarah m'a fait asseoir dans la cuisine, l'air sérieux. Elle était occupée à chercher des réponses. Plutôt que d'interroger les filles elles-mêmes, elle avait envoyé Marcy faire le travail, pensant qu'elle ne la considérerait pas comme une adulte. D'après ce que Marcy avait compris, Thelma parlait régulièrement à un homme nommé Frank devant l'école en attendant les filles. Frank était soi-disant divorcé et avait des enfants scolarisés dans la même école. Comme il ne vivait pas avec son ex-femme, c'était sa seule occasion de les voir. Il prétendait que son ex-femme rendait les visites difficiles, alors il les surveillait depuis la cour de récréation pendant la récréation. Cette explication seule ne tenait pas. S'il était si souvent à l'école, son ex-femme, qui travaillait soi-disant pour mon entreprise, ne l'aurait-elle pas remarqué? Et pourquoi Thelma me l'avait-elle caché? La raison, selon les filles, était que leur mère ne voulait pas que je parle de Frank à son ex-femme. La logique ne tenait pas. Si Frank venait régulièrement à l'école, son ex devait déjà le savoir. Plus Sarah insistait auprès de Marcy pour obtenir des détails, plus les choses devenaient étranges. Ni Tracy ni Hélène ne pouvaient dire quels enfants étaient supposément des Frank. Dans une petite école, c'était suspect. Plus troublant encore était le fait que Frank ne se contentait pas d'apparaître à l'école. Il avait aussi été aperçu au parc lorsque Thelma y emmenait les filles après l'école et même pendant les vacances d'été. Pire encore, il les avait accompagnées au centre commercial à plusieurs reprises, leur achetant des friandises, des glaces, des bonbons et des hamburgers. Sarah n'en rajouta pas. Quelque chose clochait, et je devais vite le découvrir. Elle suggéra que Thelma avait peut-être prévu de rencontrer Frank le jour de sa chute, et que son appel avait été pour savoir pourquoi elle n'était pas venue. La possibilité que ma femme ait une liaison me sautait aux yeux. Je ne voulais pas y croire, mais les signes s'accumulaient. Ce soir-là, Sarah me pressa de repenser au mois précédent pour déceler toute anomalie. Rien de précis concernant Thelma ne me vint à l'esprit, mais je me souvins alors d'avoir été suivi. J'ai parlé à Sarah des voitures à queue et des 2 femmes qui avaient tenté de m'approcher au pub. Elle ne pouvait pas non plus comprendre cela. Le lendemain était à peu près la même. La cheville de Thelma montrait enfin des signes d'amélioration et les infirmières pensaient qu'elle pourrait rentrer chez elle d'ici le week-end. Cette nuit-là, après avoir mis les enfants au lit, Sarah, qui attendait avec impatience que je revienne, n'a pas perdu de temps une fois que nous étions seuls. Elle a demandé de quelle couleur la voiture était qui me suivait. Quand je lui ai dit que c'était une Ford Grenade marron, sa réaction a été immédiate. Les filles avaient
décrit une voiture rouge foncée en détail à Marcy. Ils ont parlé de sa taille, de la douceur des sièges, et le plus troublant de la façon dont les serrures d'enfant étaient allumées, les empêchant d'ouvrir les portes de l'intérieur. Ce détail l'a confirmé. Ils n'avaient pas seulement vu la voiture, ils étaient à l'intérieur. C'était la dernière paille. J'avais déjà pris des mesures plus tôt dans la journée, appelant une faveur avec Bill Wilkins. Il avait des liens avec la police et tentait de retracer les plaques d'immatriculation des voitures qui m'avaient suivi. Le lendemain matin, Bill m'a appelé au bureau avec des informations. La grenade appartenait à un homme du nom de Frank Williams, un nom maintenant très familier. Selon les archives de la police, il était bien connu des forces de l'ordre. Les 2 autres voitures avaient été louées auprès d'une entreprise de location à petit budget. On n'avait pas été retourné et la personne qui avait loué les 2 avait utilisé de faux documents. Plus tard dans l'après-midi, je suis allé à l'hôpital pour récupérer Thelma. Avant de lui faire savoir que j'étais arrivé, j'avais un mot calme avec l'infirmière à qui je parlais toute la semaine. Avec un peu d'amadou, elle a révélé qu'un homme avait visité Thelma chaque après-midi après mon départ. Ce qui s'est démarqué, c'est qu'il n'a jamais rien apporté avec lui. Pas de fleurs, pas de cartes, rien. La plupart des visiteurs, même des amis occasionnels, ont apporté au moins un geste symbolique. Cet homme ne l'avait pas fait. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Quelque chose se passait définitivement, et j'avais l'intention de savoir exactement quoi. Frank Williams n'était pas du genre à quitter un sentier. Des hommes comme lui savaient comment couvrir leurs traces alors qu'il n'était pas bon. Mais s'il pensait qu'il pouvait s'en tirer avec tout ce qu'il avait prévu, il s'était effréné. Ce soir-là, lorsque nous sommes arrivés à la maison, Thelma semblait surpris que les filles n'attendaient pas à la porte. Alors qu'elle manœuvrait soigneusement à l'intérieur sur ses béquilles, elle a demandé où ils étaient. J'ai expliqué que je les avais envoyés chez mes parents pendant quelques jours pour lui donner du temps pour m'installer. Elle a insisté sur le fait que ce n'était pas nécessaire et qu'elle aurait préféré les avoir chez eux, mais je me tenais ferme. Il y avait des choses qui devaient être traitées, des choses qui n'avaient pas besoin de bouleverser les enfants. Alors qu'elle s'installa sur le canapé, Sarah est entrée dans la pièce avec un plateau avec du thé et du café. Thelma semblait surpris de la voir toujours là et a fait remarquer qu'elle ne s'attendait pas à la compagnie. Elle nous a rassuré qu'elle était capable de prendre soin d'elle et des enfants, maintenant que sa cheville était dans un casting. Mais Sarah a clairement indiqué qu'elle n'était pas là pour Thelma. Elle était là pour moi. Son ton était tranchant, ses mots étaient en colère. L'expression de Thelma a instantanément changé. Son visage s'est pâle en se tournant vers moi, exigeant de savoir ce qui se passait. C'était exactement ce que j'avais l'intention de lui demander. Je voulais entendre, selon ses propres mots, ce qui s'était passé entre elle et Frank Williams. Elle hésita un instant, comme si elle cherchait la bonne réponse, alors semblait se décider. Sans trop d'émotion, elle a admis la vérité. Elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle avait prévu de me quitter, de demander le divorce et d'épouser Frank. Elle n'avait pas encore compris comment me dire, mais a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Avant que Sarah ne puisse réagir, un bruit du couloir a attiré l'attention de tout le monde. Une voix féminine a traversé le silence, disant qu'elle en avait assez entendu. La porte d'entrée s'est fermée et quiconque se tenait à l'extérieur était parti. Sarah et moi avons échangé des regards avant de me retourner vers Thelma. Son affirmation de vouloir gérer les choses avec soin était une blague. Le plan avait toujours été clair. Elle et Frank avaient essayé de m'installer. L'idée était pour moi de tomber pour l'une des femmes de Frank, de me faire prendre dans une situation compromettante et de lui remettre la raison parfaite de me divorcer. De cette façon, elle pourrait me quitter, garder la maison et obtenir un soutien financier. Mais ils avaient échoué. Je n'étais pas tombé dans leur piège. Son plan avait été de s'éloigner d'une vie stable, d'un homme avec un travail solide, pour se débarrasser d'un escroc au chômage, s'attendant à ce que je place la facture de leur nouvelle vie ensemble. Elle a nié toute connaissance d'une configuration, feignant l'innocence. Mais je n'avais aucun intérêt à discuter. Si elle voulait des réponses, elle pourrait demander à son nouveau petit ami. Les termes étaient simples. Elle avait jusqu'au week-end pour nettoyer ses effets personnels de ma maison. Mon avocat avait déjà commencé les documents et elle aurait les documents de divorce devant elle d'ici lundi. Elle a protesté, affirmant que c'était moi qui devais partir car elle avait besoin de la maison pour les enfants. Mais cela ne se produisait pas. Elle et Frank Williams ne se procuraient pas près de mes enfants. J'avais déjà pris des mesures avec les services sociaux et ils étaient en train d'obtenir un ordre légal pour s'assurer qu'elle ne pouvait pas avoir un accès sans surveillance. Elle ne serait autorisée à les voir que sous l'œil vigilant d'un travailleur social ou de moi. Thelma a refusé de le croire. Elle a insisté sur le fait que les services sociaux n'interfèrent pas comme ça. Elle avait tort. Ils avaient été plus que disposés à agir au moment où ils ont appris sur Frank Williams.
Le fait qu'elle l'avait amené autour de nos filles les avait fait bouger rapidement. Et ce n'était pas le pire. Il y avait de fortes chances que la police s'implique également. La confusion traversa son visage. Elle ne comprenait pas pourquoi les forces de l'ordre seraient intéressées par sa vie personnelle. Sarah n'avait plus de patience. Sans hésitation, elle a tout exposé. Frank Williams n'était pas un homme mal compris avec un passé troublé. C'était un prédateur. Il avait un record d'1 mile de long. Et la vraie raison pour laquelle il avait traîné à l'extérieur de cette école n'avait rien à voir avec Thelma. Il s'agissait des enfants. Thelma m'a cherché à Sarah, incrédulité gravée sur son visage. Elle a insisté sur le fait que c'était un mensonge. Frank ne ferait jamais quelque chose comme ça. Mais les faits parlaient pour eux-mêmes. Elle pensait qu'il avait passé les 7 dernières années à travailler à l'étranger, mais en réalité, il avait été enfermé, purgeant du temps à Parkhurst, une prison de sécurité maximale. La vérité sortirait assez tôt. La police le remettrait en question, et plus important encore, il parlerait avec mes filles. Si je découvrais qu'il leur avait fait quelque chose, il n'y aurait pas assez de flics dans le monde pour m'empêcher de m'assurer qu'il le payait. Avant que Thelma ne puisse répondre, son corps est devenu mou et elle s'est effondrée. Sarah a dû appeler une ambulance. Peu importe combien nous avons essayé, nous ne pouvions pas la réveiller. Son père ou son frère a dû la chercher à l'hôpital plus tard parce que je n'allais certainement pas le faire. Je ne l'ai pas vue avant le jour où nous avons signé les papiers de divorce. À ce moment-là, elle avait accepté la réalité. Les services sociaux s'étaient assurés qu'elle n'avait aucune chance de prendre la garde. Son implication avec Frank avait mis les enfants en danger et l'ordonnance du tribunal est restée en place. C'était la dernière fois que je devais faire face à elle. Finalement, la vérité a fait surface. Thelma avait laissé les enfants aux soins de Williams plus d'une fois, généralement pendant qu'elle était au salon de coiffure ou faisait des courses. Cependant, après avoir été complètement interrogés, les spécialistes m'ont assuré qu'aucun mal ne leur était venu. Ils pensaient que Williams était toujours dans ce qu'ils ont appelé la phase de toilettage, renforçant soigneusement la confiance et évitant tout ce qui pourrait les effrayer. Légalement, Williams n'avait commis aucune infraction facultative. Les autorités étaient certains qu'il avait volé la voiture de location, mais n'avaient jamais réalisé tout ce qu'il avait prévu, abandonnant probablement son plan une fois que les choses ont commencé à s'effondrer. Quand j'ai demandé pourquoi il pensait qu'il avait volé la voiture, l'enquêteur principal m'a donné une explication sombre. Williams avait une histoire. La dernière femme qu'il a manipulée avait été veuve, son mari a liquidé un coup sur qui ne restait pas. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve liant Williams à ce crime, la police soupçonnait que ce n'était pas une coïncidence. Ils ne pouvaient que spéculer sur son intention avec le véhicule volé, mais ils m'ont assuré que s'il était resté, il n'aurait pas beaucoup de place pour opérer. Les policiers ont subtilement laissé entendre que certaines lacunes dans la surveillance pouvaient se produire si Williams se retrouve en danger. Bien que personne ne puisse tolérer la justice du justicier, ils étaient bien conscients que des hommes comme Williams ont prospéré en glissant à travers des lacunes légales. Le message était clair. Si quelque chose devait lui arriver, tant que ce n'était pas fatal, la réponse pourrait ne pas être immédiate. Il m'a également averti de ne pas être trop dur sur Thelma. Williams était un manipulateur expert. Assis en face de lui dans la salle d'interrogatoire, il semblait complètement désarmant, le genre d'homme qui pourrait convaincre quiconque de son innocence. Thelma n'avait jamais eu de chance une fois qu'il s'attaquait à elle. Ce n'est que lorsqu'elle a été confrontée à son casier judiciaire complet qu'elle a finalement saisi le type de prédateur qu'il était vraiment. Avec le recul, j'ai réalisé à quel point je m'étais rapproché du vrai danger. Williams s'était préparé à chaque scénario possible. Mais sachant ce qu'il avait prévu pour ma famille, je n'avais aucune intention de simplement le laisser partir. Jata is patient. Je pourrais attendre le bon moment. Pendant les 2 prochaines années, les choses sont restées en mouvement constant. Il était interdit à Thelma de voir les enfants sans supervision, ce qui était frustrant pour elle et les filles. Elle ne pouvait les prendre nulle part et leur visite était restreinte. Sur la base de tout ce que j'avais appris de la police et de mes propres observations, je ne croyais pas que Thelma avait sciemment mis nos filles en danger. Si elle avait vraiment compris ce qu'était Williams, je savais qu'elle ne l'aurait pas toléré. Pour ma propre tranquillité d'esprit, je devais le croire. Après 1 an, j'ai demandé que les services sociaux facilitent les restrictions sur les visites de Thelma, et ils ont convenu. Étant donné que les enfants n'avaient jamais été officiellement placés sous les soins d'État, la décision finale avait toujours reposé avec moi. De temps en temps, Thelma a exprimé le désir de se réconcilier, mais j'ai fermé cette idée immédiatement. Il n'y avait pas de retour. J'avais parlé avec des voisins qui avaient vu la voiture de Williams garée devant sa maison pendant la journée scolaire. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit qu'elle était toujours impliquée avec lui. Quoi qu'elle affirmait, je savais qu'il n'était pas assis à l'intérieur de la lecture des Écritures. Bien que l'on considère le nombre de références bibliques à obtenir,
Peut-être qu'ils l'ont été. J'ai clairement indiqué qu'elle devrait trouver quelqu'un d'autre pour jouer le fou. Finalement, elle l'a fait. L'homme qu'elle a rencontré était décent, bien qu'un peu impulsif. Il semblait s'occuper d'elle. Mais quand Thelma a finalement avoué tout sur son passé, il s'est simplement levé et est sorti sans un mot. 2 semaines plus tard, Thelma a cassé. Elle a repéré Williams flâner près d'une autre école, a appelé la police, et ils l'ont ramassé pour interrogatoire. Mais quand il a été libéré, elle a attendu devant la gare et sans hésitation, il s'est enfoncé directement en lui alors qu'il marchait dans la rue. Ensuite, elle s'est précipitée sur la rivière et a plongé sa voiture dans l'eau. Alors que certains supposaient que c'était une tentative d'autodestruction, j'avais des doutes. Le timing était trop parfait. Il y avait eu un véhicule de police juste derrière elle. Initialement, elle a été accusée d'homicide involontaire coupable, mais l'affaire s'est rapidement effondrée. Les psychiatres ont déterminé que son état mental était trop instable pour qu'elle puisse être jugée et que les accusations ont été abandonnées. Elle a été admise dans un hôpital psychiatrique pour évaluation, mais ils ne lui ont jugé aucune menace pour le public et l'ont libérée en 1 mois. À partir de ce moment, elle devait voir un psychiatre régulièrement, mais c'était l'étendue de sa punition. Les services sociaux, cependant, ont resserré les restrictions sur ses visites avec les enfants. C'est ainsi que tout s'est terminé. À cette époque, le mari de Sarah, Ralph, a commencé à travailler sur les plateformes pétrolières de la mer du Nord. Avec lui de loin pendant de longues périodes, Sarah et les enfants ont emménagé avec moi, à la fois pour aider à élever les filles et à gérer les visites limitées de Thelma. Au fil du temps, ces visites sont devenues moins nombreuses et plus éloignées. Finalement, c'était comme si elles s'étaient complètement estompées de nos vies. Je pense que c'était juste avant le 10e anniversaire d'Hélène, quand les choses ont pris une tournure inattendue. Un soir, Sarah, Ralph et moi nous sommes assis autour de la table de cuisine en rappelant notre enfance. Inévitablement, la conversation a dérivé aux étés que nous avions passés à Weymouth. Sur un coup de tête, Ralph a suggéré d'emmener les enfants là-bas pour des vacances. Sarah a sauté sur l'idée et avant que l'un de nous ne puisse s'opposer, avait déjà invité notre sœur aînée, Ginny, et sa famille à se joindre à nous. Cet été-là, nous avons loué 3 caravanes côte à côte sur le même site où nous avions passé nos vacances d'enfance. Les enfants ont adoré chaque instant. Jouer sur la plage, courir dans les vieilles rues familières, écouter en soulignant les endroits que nous avions explorés comme des enfants. C'était plus qu'une simple vacance. C'était un retour à quelque chose de plus simple, quelque chose de intact par tout ce qui s'était passé dans les années précédentes. Même après tout ce temps, nous avons trouvé des visages familiers, des personnes que nous connaissions dans ces étés il y a longtemps. Pour la première fois depuis des années, la vie se sentait à nouveau normale. Un matin, j'ai emmené mes filles pour une promenade le long des falaises, en retraçant les marches de mon enfance. Le paysage avait radicalement changé au fil des ans, l'érosion remodelant le littoral, mais j'étais déterminé à trouver quelque chose de familier. Après quelques recherches, j'ai finalement localisé l'arbre où Harry et moi avions sculpté nos initiales chaque été. Certains des marques s'étaient estompés, mais quelques-uns sont restés lisibles, rappel d'un temps de temps. Tracy a examiné les gravures, lisant curieusement à haute voix, se demandant à qui appartenaient les initiales et ce qui en était devenu. Quand j'ai admis avec désinvolture que l'une de ces initiales était la mienne, elle était stupéfaite. Naturellement, la question suivante a suivi. Qui était l'autre H? Je l'ai repoussée, l'appelant une vieille amie, mais mes filles n'étaient pas satisfaites de cette vague réponse. Hélène, large avec curiosité, m'a demandé si Harry avait été ma chérie d'enfance. Je n'avais pas prévu que la conversation prenne ce tour. D'une certaine manière, Harry avait été une partie spéciale de ma vie, bien que je ne sois pas sûr si le terme amoureux correspondait. Je ne l'avais embrassé qu'une seule fois, un souvenir que je tenais depuis des années. Cette réponse n'a fait qu'alimenter leur curiosité. Tracy a pressé pour plus de détails, demandant si le baiser avait été gentil, mais si elle était vraiment intéressée ou que j'essayais simplement de m'épeler était difficile à dire. J'ai admis que c'était le cas, mais le moment est passé rapidement car Harry n'était jamais revenu l'été suivant. Cette révélation semblait les attaquer, et j'ai rapidement changé le sujet. Pourtant, pour le reste des vacances, mes filles étaient implacables. Partout où nous allions, ils voulaient savoir si j'avais été là avec Harry. Sarah et Ginny n'ont pas perdu de temps à se joindre aux taquineries. Chaque fois que Tracy ou Hélène posaient des questions sur un endroit, ils ont répondu pour moi, exagérant des histoires et m'assurant que je n'ai pas eu l'occasion de minimiser ma connexion d'enfance avec Harry. Ils sont même allés jusqu'à la décoration des gâteaux avec des marques qui ressemblaient à une ressemblance suspecte avec H&H. Peu importe à quel point je proteste, cela ne faisait que les faire rire davantage. Finalement, j'ai dû céder et rire avec eux. À la fin des vacances et que nous sommes rentrés chez nous, les choses ne faisaient que dégénérer. Avec quelques encouragements de la part des filles, mes parents ont creusé de vieux albums photos,
sortant des photos d'enfance de moi et Harry. Il y avait beaucoup d'entre eux, des preuves étaient dépensées ensemble. Je vais donner un crédit à mes filles pour une chose. Même si la tâche de naissance d'Harry était importante dans de nombreuses images, ni Tracy ni Hélène ne l'ont jamais mentionné. Que mes sœurs les avaient averties de ne pas demander, je ne le saurai jamais, mais cela n'a jamais été élevé. L'année suivante, nous sommes retournés à Weymouth, mais cette fois, c'était juste moi, les filles, Sarah et Marcy. Ralph s'était mis à nous rejoindre, mais à la dernière minute, il a affirmé que le travail était venu. Le manque de réaction de Sarah m'a surpris, compte tenu du temps qu'il a déjà passé sur les plateformes pétrolières. Nous avons réussi à entraîner tout le monde dans ma voiture avec nos bagages attachés au toit pour le lecteur. Les premiers jours se sont écoulés agréablement alors que nous nous installions, profitant de l'environnement familier. Puis, mardi matin au petit déjeuner, mes filles ont décidé qu'ils voulaient retrouver l'arbre sculpté. Au milieu du matin, nous sommes partis. Les 3 filles étaient inhabituellement énergiques ce jour-là, chantant et sautant le long du chemin comme si elles prévoyaient quelque chose d'excitant. Dès que nous avons atteint l'arbre, Tracy a sprinté devant, criant pratiquement en triomphe. Elle faisait signe sauvagement au tronc, s'exclamant que quelque chose avait changé. Sarah et moi nous sommes approchés, et alors que les filles s'écartaient, j'ai vu ce qui les avait surpris. Sous la sculpture de 1959, un frais avait été ajouté. H&H 1982. Je l'ai regardé, luttant pour traiter ce que je voyais. Puis, à partir des buissons voisins, Ralph a émergé, accompagné de 2 enfants que je n'ai pas reconnus. Sans explication, il a relayé un message. Harry l'avait envoyé pour me trouver. Elle attendait dans un endroit dont je me souviendrai. Notre vieille cachette d'enfance, celle que nous avons l'habitude d'espionner sur le jeune couple se faufilant ensemble. Elle voulait me voir seule. Je n'ai pas hésité. J'ai fait un jogging, me dirigeant directement vers l'endroit. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait personne là-bas. Déçu et confus, je me suis tourné pour partir, seulement pour être pris en embuscade. Harry sauta par derrière un arbre, tout comme nous le faisions comme des enfants. Mon cœur a presque sauté de ma poitrine. Les années avaient disparu en un instant. Nous sommes tombés dans le même rythme ludique, en plaisantant comme si aucun temps n'était passé du tout. Lorsque nous sommes retournés à l'arbre, les autres avaient disparu, nous laissant seuls pour nous rattraper. En marchant, je lui ai parlé de ma vie, de la version condensée, au moins. Elle a également partagé son histoire. Après le décès de son père, sa mère avait lutté financièrement et avait été forcée de vendre leur caravane. Perdre Weymouth avait été aussi déchirant pour elle que pour moi. Avec le temps, sa mère s'est remariée, cette fois à un homme gentil et généreux. Lorsqu'Harry était dans son milieu, son beau-père a payé une somme énorme pour l'un des premiers traitements laser pour réduire sa voile de naissance. Bien qu'il ne soit pas entièrement réussi, la procédure a énormément amélioré sa confiance. Ensuite, elle m'a surpris avec quelque chose que je ne attendais pas. Elle a avoué qu'en dehors du traitement au laser, la seule autre chose qui avait jamais tellement augmenté son estime de soi était moi. J'avais été le seul enfant qu'elle avait jamais rencontré qui n'avait jamais interrogé ou commenté sa tâche de naissance. Pas une fois. Cela lui avait signifié tout. La vie d'Harry avait pris de nombreux tours. Elle avait épousé un soldat et avait 2 enfants avec lui. Mais la tragédie avait frappé en 1978 lorsqu'il a été liquidé dans un accident de formation. Depuis lors, elle était retournée avec son beau-père après avoir perdu sa mère à un accident vasculaire cérébral. C'est là que Ralph l'avait trouvé. Je n'ai pas demandé comment il l'avait géré. Plus tard, Sarah a révélé que Ralph avait enrôlé presque tous les gars de sa plateforme pétrolière qui vivaient près de Bath, diffusant un mot et posant des questions. D'une manière ou d'une autre, contre toute attente, il l'avait retrouvé. Finalement, quelqu'un a rappelé une fille avec le nom d'un garçon et une voile de naissance distinctive. C'était tout ce qu'il a fallu. Ralph l'avait retrouvé des semaines avant nos vacances, mais ils avaient tous décidé de garder ça un secret de ma part jusqu'au bon moment. Selon Sarah, il y a eu quelques fois où Tracy et Hélène ont presque renversé les haricots, mais ils avaient réussi à garder la surprise intacte. Harry et ses 2 enfants ont fini par rester avec nous dans la caravane pour le reste du voyage. Malgré l'histoire que nous avons partagée, nous n'avons rien sauté impulsivement. Notre lien d'enfance avait été quelque chose de spécial, et maintenant en tant qu'adultes, nous redécouvrions ce que nous voulions dire les uns aux autres. Il y avait une connexion indéniable, mais où elle mènerait est restée pour être vue. Que cela se transforme en quelque chose de plus profond, je ne pouvais pas en dire avec certitude, mais j'espérais que ce serait le cas. Et à en juger par l'enthousiasme de ma fille, ils enracinaient le même résultat. Tout le monde, y compris les enfants de Harry, semblait le sentir et nous a donné autant d'espace que possible, ce qui nous permet de nous reconnecter. À la fin des vacances, Ralph et Sarah ont ramené Tracy et Hélène à la maison avec eux,
pendant que je conduisais Harry et ses enfants, Russell et Claire, à Bath. La vie a avancé. Avril 2006. Au cours des 6 prochains mois, des voyages fréquents de haut en bas, le M4 est devenu la norme. Finalement, Harry et ses enfants, Russell et Claire, ont emménagé avec moi et les filles, mélangeant nos familles sous un même toit. Ce n'était pas sans défi. Une complication inattendue est née lorsqu'Hélène et Tracy ont commencé à appeler Harry et ont appelé leur mère biologique simplement Thelma. Harry et moi avons essayé de le décourager en refusant de répondre quand ils l'ont appelé ainsi, mais leur détermination a dépassé la nôtre. Avec l'aide de Russell et Claire, qui a fait écho à tout ce que les filles ont dit, Harry n'avait pas d'autre choix que de répondre, et l'habitude est restée. Thelma était loin d'être satisfaite. Bien que je n'ai jamais connu les détails exacts de ce qui a été dit entre elle et les filles, elle n'avait finalement pas d'autre choix que de l'accepter. Harry soupçonnait que les filles avaient clairement indiqué que si elle les battait dessus, elle lui couperait des liens avec elle. Ce qui m'a le plus surpris, c'est comment leur ressentiment envers Thelma semblait s'intensifier avec l'âge. Au fil du temps, Harry a souligné quelque chose que je n'avais pas pleinement considéré. Mes filles n'étaient pas naïves. En vieillissant, ils ont reconstitué ce qui leur était presque arrivé. Ils sont venus à comprendre pourquoi les travailleurs sociaux et les policiers leur avaient posé toutes ces questions étranges et apparemment aléatoires des années auparavant. La prise de conscience de la proximité qu'ils étaient venus à être réellement en danger ont laissé une marque durable sur eux. Bien sûr, avec le temps, Harry et moi nous sommes mariés. Nous avons pris notre temps pour nous assurer que tout allait bien. Le mariage lui-même était simple. Pas de cérémonie élaborée, pas de grand événement. Au lieu de cela, nous avons tranquillement fait le nœud aux Bermudes, en choisissant de le garder privé. Nous avions des témoins locaux, mais personne d'autre ne savait que longtemps après sa fin. C'était amusant de voir combien de temps il a fallu des gens pour remarquer la nouvelle bague au doigt de Harry. Au fil des années, la santé mentale de Thelma a diminué. Une série de relations instables n'a pas aidé, et elle semblait dériver davantage de la réalité. Au moment où Tracy a épousé Russell, son demi-frère à travers les circonstances, et non le sang, Thelma était juste assez cohérente pour assister au mariage et jouer le rôle d'une fière mère. Ce jour-là, elle avait l'air mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des années, et son père, rayonnant de fierté, l'a escortée dans l'allée. Malheureusement, son père est décédé quelques mois plus tard. Après cela, son état s'est rapidement détérioré. Finalement, son frère l'a involontairement engagée dans une clinique privée. Elle a passé une grande partie de son temps depuis lors à vélo, dans et hors de traitement. Garder ses soins financièrement couverts n'a pas été facile. Son frère et moi avons pris le coup, mais je ressens un sentiment d'obligation. Peu importe tout ce qui s'est passé, elle est toujours la mère de mes enfants, et je ne pouvais pas me résoudre à abandonner cette responsabilité. Pendant ce temps, Harry et moi avons construit une belle vie ensemble. Maintenant que tous les enfants ont grandi et ont évolué dans leur propre vie, nous passons la plupart de notre temps dans notre chalet près de Weymouth. Il se sent en boucle, revenant au même chemin côtier que nous avons marché en tant qu'enfants. Revivre des souvenirs tout en créant de nouveaux, parfois avec nos petits-enfants en remorque. La vie avance comme elle le fait toujours.